J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Heureux de vous retrouver. Ce soir, nous allons parler du syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle. Et pour ce faire, nous avons trois invités. Il s'agit de Dr Iman Korch, qui est pathogastro. Il y a le Dr Suleiman Luka et Ife Korossi. Alors, je vais de ce pas les inviter à nous rejoindre pour qu'on puisse commencer. Et le syndrome de l'intestin irritable, qui est une pathologie fréquente, assez méconnue, avec un important retentissement sur la qualité de vie tous les aspects de la question ce soir avec nos brillants invités. Là, j'invite Dr Iman. Iman? Oui. Bon, très bien. Iman, bonsoir. Bonsoir, Hassani. Comment tu vas? Ça va. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler du syndrome d'intestin irritable, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Il y a Dr Luka qui nous rejoint. Ça fait longtemps. Bonsoir. Oui, ça va? C'est un plaisir. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Sincèrement. Oui, c'est un plaisir, Dr Iman, qui est ma promo. Tout le monde. Oui, qui est un promo en médecine, c'est un plaisir de faire cela ici. Merci, docteur. À Bruxelles. Ismaël. Docteur Hassani, on va te laisser, on va parler. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. On va faire la rencontre. Mais c'est un plaisir. En attendant l'audience et puis on est en train de... D'accord. Oui. Docteur Kumba, bonsoir. Docteur Giovanni, bonsoir. Sofna, bonsoir. Quelle Sofna? Là, notre Sofna ou il y a une autre? Non. C'est une autre Sofna. Oui. Bon, en attendant, parce que j'ai essayé d'inviter Ife. En attendant, je pense que vous allez vous présenter en attendant qu'elle puisse nous rejoindre. Bon, les discussions, ou pas? À toi l'honneur, Dr Iman. Les dames d'abord. Hein. Merci, amis, nos auditeurs de Dakar, du Maroc, ceux qui vont nous rejoindre. Je suis Dr Korch Iman, hépatogastro-entérologue, lauréate de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et fière de Dakar parce qu'il faut toujours le mentionner. J'exerce à El Jadida au Maroc et j'ai le plaisir de partager avec mes collègues le live d'aujourd'hui concernant le syndrome de l'intestin irritable. Merci. Alors, Dr Luka, oui. Je me présente, je suis Dr Suleiman Luka, je suis psychiatre, ancien interne des hôpitaux du Sénégal et chef de service de psychiatrie de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. C'est un plaisir de partager ce live avec ma chef promo de médecine. C'est un plaisir de le revoir aujourd'hui. C'est pas vu. C'était la fête de promo. Ouais. C'était la fête de promo. Puis on ne s'est pas vu, donc c'est un plaisir de la revoir aujourd'hui. Pareillement. Merci. Merci. Et le docteur Ismaël me rappelle que je l'ai rencontré lors de mon stage en gastro à Le Dantec. Je pense que c'était en 4e année ou en 6e année, je ne sais plus. C'est un plaisir également de te revoir. Et... On a quelques petits soucis de connexion avec Dr Luka. Oui, mais je dirais que c'est un sujet très intéressant qui nécessite l'interdisciplinarité. C'est la connexion. Ah. En attendant, Luka, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous me recevez? Bon, je disais que ce sujet est très intéressant, qu'il nécessite l'interdisciplinarité
Donc, c'est un plaisir d'assister à ce débat-là pour apporter notre connaissance sur le volet psychologique, psychique de ce syndrome. Ouais. Merci pour ta spontanéité et ta disponibilité. Ouais, c'est ça. Et alors, Léo, notre. tu as C'est disparu, qui là. veut résoudre le problème? Et Léo? Il fait, Je suis là. tu es où là? Je Oui. suis là, je suis là. Qui est belle? Merci. Bon, Merci beaucoup. Vous êtes toutes charmantes aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, vous mais allez bien. présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, je m'excuse déjà pour le retard. Je suis Ife, quoi aussi. Je suis nutritionniste clinicienne. Je produis du contenu sur les réseaux sociaux aussi. J'ai une page Instagram, Facebook sur laquelle je donne des conseils à tous mes abonnés, oui. Donc, je fais dans la prise en charge essentiellement des maladies non transmissibles, hypertension artérielle, obésité, diabète. Et je donne aussi des conseils à tout le monde, des femmes enceintes, des bébés, etc. Mais je suis vraiment plus spécialisée dans les MNT actuellement. Donc voilà. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux abonnés, tu dis quoi, Ivan? Tout le monde te connaît. Personne Non, ne non, peut pas tu te ne me connais connaître. pas. Bon, allez, les décors est planté, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ma première question à Iman. Iman, brille gastro-entérologue. Qu'est-ce que le syndrome de l'intestin irritable? D'accord. Concernant le syndrome de l'intestin irritable, communément connu par la colopathie. Excuse-moi, est-ce que vous entendez Iman correctement? Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Le son est un peu bas. Ça crache un peu. Ouais. Tu peux rapprocher un peu le micro, s'il te plaît. Je vais changer. Vous m'entendez? Est-ce que Oui, vous là m'entendez? c'est bon. Parfait. Oui. Je pense C'est mieux que C'est ça. bon. Juste que tu Oui. dis un peu plus lentement en parlant. Comme ça, on t'entend mieux. Ouais, Iman, elle est comme ça. Hein. D'accord. Iman, elle va faire beaucoup d'efforts. D'accord. Tu y vas mollo. Hein. D'accord, d'accord. Attends. J'ai pas de verveine. Fallait prendre. D'accord. Je m'excuse. Je vais essayer de faire aussi. Donc, le syndrome de l'intestin irritable. Si vous m'entendez pas, vous m'arrêtez. Hein, parce que la connexion, ça dépend. Si vous ne m'entendez pas, vous m'arrêtez. Tu fais un signe, quelque chose comme ça. Comme ça, je vais reprendre. OK? Merci. Donc, le syndrome de l'intestin irritable, ou communément connu sous le terme de colopathie fonctionnelle, c'est un ensemble de signes fonctionnels, différents de organiques. Ça veut dire que le côlon, il n'a rien. Il n'est pas malade. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de pathologie macroscopiquement ou microscopiquement visible. Le problème réside dans les fonctions de l'intestin. C'est d'où le nom de fonctionnel. Et s'accompagne de douleurs abdominales, ballonnements, flatulences. Les symptômes, ça diffère d'une personne à l'autre avec une modification du transit allant de la constipation à la diarrhée, et des fois alternance de diarrhée, constipation, selon le malade. Ça, concernant la définition. Maintenant, pourquoi ou est-ce qu'il y a une physiopathologie qui peut expliquer ces douleurs? Généralement, on parle d'une hypersensibilité intestinale, d'où le terme du syndrome de l'intestin irritable. C'est-à-dire qu'il y a une hypersensibilité viscérale liée à quoi? Les recherches sont toujours en cours parce que des fois, on dit que cette pathologie est déclenchée par une infection, gastro-infection. Après la guérison de l'infection ou de la diarrhée, le patient garde toujours ses douleurs. Après un stress, soit de la vie quotidienne, un stress, je sais pas moi, n'importe quel stress à la maison pour les adolescents. Après une chirurgie, pas forcément abdominale, peut-être lié au stress à la chirurgie. Après un voyage, le changement climatique, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent agir ou déclencher ce syndrome de l'intestin irritable.
Donc, ça, c'est concernant la définition. Ça peut atteindre, bon, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que ça pose un problème vraiment de santé publique parce que c'est un problème pour les malades et pour les médecins. Ce sont généralement des patients, je ne vais pas dire seulement, bon, prédominance féminine, mais on voit de plus en plus, même les hommes, parce qu'il y a un stress quotidien énorme. Et je suis sûre que vous avez remarqué aussi après la Covid ou le Covid, vraiment tout le monde est stressé. On a gardé dans notre inconscience un stress inexpliqué, donc tout le monde a mal partout. Et on fait des recherches, des bilans et finalement on dit que vraiment c'est lié à un stress, soit post-Covid ou post-traumatique. Donc c'est un problème pour les malades parce que ce sont des gens généralement qui changent de médecin, qui changent de traitement et sur le coût économique parce que ce sont des malades qui ont tout essayé, ils ont acheté presque toute la pharmacie. Généralement, j'ai des malades qui connaissent des médicaments plus que moi, hein, j'avoue le dire, parce qu'ils connaissent et le principe actif et le générique. Après, tu te dis, qu'est-ce que je vais prescrire? Et dès que tu prescris les formes et les noms commerciaux qu'on connaît tous, voilà, tu n'es pas bien. Il m'a donné ce que j'ai déjà à la maison. Donc, je pense que ça pose vraiment un problème. Ce sont des patients qui, soit ils te font vraiment de la bonne publicité si tu trouves le cocktail, parce que c'est juste une association de médicaments. Peut-être que tu as eu le temps d'écouter et de faire la distinction entre syndrome d'intestin irritable avec diarrhée, tu as donné un ralentisseur de transit et les calmé, c'est bon. Ou bien c'est un patient qui a fait 3 consultations et tu n'as pas pu résoudre son problème. C'est pas parce que vous n'avez pas à avoir un diagnostic, mais c'est comme ça. Il y a des colopathes qui sont très difficiles et puis ça te fait... Ce médecin-là, il ne faut pas aller chez lui parce que j'ai gaspillé mon argent, je lui ai donné mon argent et puis il n'a pas résolu mon problème. Donc je pense que c'est un sérieux problème. Et pour le diagnostic, Ismaël, je continue. Oui, je te laisse continuer. Parce que si je me laisse aller... Comment poser le diagnostic? Tu m'arrêtes. Oui, Il faut m'arrêter. là c'est bon. Tu nous aides à poser le diagnostic et... Voilà, donc voilà, parce que on a défini c'est quoi, pourquoi on dit que c'est irritable, pourquoi c'est fonctionnel, pour faire la part du... Oui, et c'est important de dire aussi que ce n'est pas associé à un risque accru de développer un cancer du côlon. Un syndrome de l'intestin irritable, ça ne tue pas, ça ne tue jamais. Personne n'a jamais mouru parce qu'il a un syndrome de l'intestin irritable. Et aussi, il faut savoir... ou bien il faut aller consulter. Toute pathologie n'est pas liée à un syndrome de l'intestin irritable. Là, parce qu'on n'est pas adressé au médecin, j'essaie d'être simple. Le syndrome de l'intestin irritable, ça ne donne pas d'amaigrissement. Il n'y a pas d'anémie. Les selles, il n'y a pas de sang dans les selles. Ce sont généralement des douleurs abdominales. Une diarrhée, oui, peut aller jusqu'à 3 fois par jour, mais sans altération de l'état général. Donc ça, il faut le savoir. Pour le diagnostic, comment on fait le diagnostic? Auparavant, on disait que c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des critères particuliers pour poser un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Actuellement, je pense depuis 2016, les ROM 4, les savants, ils ont pris des critères et ils ont dit que c'est un diagnostic positif. On peut poser un diagnostic positif du syndrome de l'intestin irritable selon quelques critères. Généralement, c'est une douleur abdominale évoluant de plus de 6 mois. Et c'est une douleur qui survient une fois par semaine pendant au moins 3 mois. Et il y a 3 types, soit avec une constipation, soit avec une diarrhée, soit avec une alternance de diarrhée et constipation. Donc, voilà, on ne fait pas généralement des examens complémentaires si on n'a pas de signe d'alarme. Si le patient n'atteint pas encore les 50 ans, s'il n'y a pas de signe d'alarme, comme j'ai dit, le sang dans les selles, la glaire dans les selles, il n'y a pas d'amaigrissement, il n'y a pas d'anémie, parce qu'il y en a qui te disent « j'ai une anémie parce que j'ai la colopathie fonctionnelle qui m'a donné une anémie ». Ça n'existe nulle part. Il faut que les malades sachent qu'une colopathie fonctionnelle, il n'est associé à aucun signe
aucun signe. Mon amie, elle ne me connaît pas. La nutritionniste. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour sur la définition et le diagnostic. Je vous laisse la parole. Merci, Iman. Merci. Alors, si on résume, syndrome de l'intestin irritable, tout part de la douleur. Douleur d'abord, évoluant depuis au moins 6 mois. Donc, la chronicité de la douleur qui est associée, soit qui est soulagée par la défécation ou avec une modification de la consistance ou de la fréquence des selles. Tu l'as bien tout à l'heure, enfin, les critères de Rome 4, on ne va pas entrer dans les détails pour Rome 4. Ouais. Et effectivement, c'est un diagnostic positif et on n'a vraiment pas besoin de pousser les investigations. Par contre, tu l'as bien dit, quand il y a des signes d'alerte, s'il y a des symptômes d'alarme, il faut penser à explorer notamment un amaigrissement, une anémie, une émission de sang par les selles, une personne âgée, un sujet âgé quand même, qui n'était pas connu, colopathe, qui développe des symptômes. Il faut aller regarder. Et ceux qui ont des antécédents de cancer de côlon dans leur famille aussi, il faut regarder tout ça. Donc, tu as brossé un peu les mécanismes, le mécanisme qui est assez complexe. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'aspect psychosocial. Donc, nous allons parler de l'alimentation en attendant. Honneur aux dames, Suleiman, excuse-moi, mais bon. Oui, il n'y a pas de souci. C'est parfait comme ça. Quel est l'impact, quel est l'impact de l'alimentation sur les syndromes de l'intestin irritable? Alors, merci beaucoup, Ismaël. Comme le disait, je n'ai pas très bien entendu le nom du docteur, la femme qui vient de parler, pardon. Est-ce que tu pourrais me dire ton nom, s'il te plaît? D'accord, comme le disait le docteur Iman tout à l'heure, en fait, même si on ne parle pas d'épidémiologie avec des chiffres clairs en Afrique, c'est quand même des patients qui vont mal vivre cette maladie. Parce que notamment, quand il faut manger, elles vont devenir très sélectives. Elles vont classer des aliments, enlever certains types d'aliments de leur alimentation en se disant qu'il ne faut pas manger tel, il ne faut pas manger ça. Et après, ça peut avoir quand même à la longue des conséquences. Et on parle quand même de maux de ventre, c'est désagréable. En fait, ça nuit vraiment à leur bien-être. Alors, l'impact est quand même très important parce que nous savons que généralement, nous avons une alimentation très déséquilibrée. Donc, on va manger des aliments qui ne vont pas contenir des fibres. Quand nous prenons par exemple le syndrome de l'intestin irritable dans sa version constipation, on va faire une alimentation hypercalorique dans laquelle il y aura presque pas de fibres, presque pas de fruits ni de légumes. Donc, quand le patient est confronté à une alimentation comme ça, avec le stress de tous les jours qui va s'ajouter, l'alcool qui va s'ajouter, l'absence de sommeil, le stress intensif autant au boulot, les petits problèmes au sein du couple, la famille, tous ces facteurs-là. En fait, je ne sépare pas l'alimentation du mode de vie. Je pense qu'il y a un psychiatre qui nous dira tout à l'heure, dans la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable. Parfois, c'est un patient qui a fait une grosse dépression. En fait, il finit la dépression et j'ai eu une personne comme ça, elle a fait une grosse dépression. Et dès qu'elle a fini, elle a été soignée et tout. Quand elle a fini la dépression, elle n'arrivait plus à manger. Il y a certains aliments qu'elle n'arrivait plus à manger, elle avait mal au ventre, enfin. Je n'étais pas habilitée à dire que c'était un syndrome de l'intestin irritable, mais il y avait quand même plusieurs symptômes qui s'apparentaient. Donc, l'alimentation a un impact important dans le syndrome de l'intestin irritable, énormément. Donc, c'est séparé. Nous avons la microbiote qui peut être déséquilibré dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc, en fonction de l'alimentation de la personne, si par exemple la microbiote, l'équilibre de la microbiote est plus fait, on peut avoir de la diarrhée, beaucoup d'épisodes de diarrhée. Donc, dans la prise en charge de cette affection, l'alimentation a une place capitale. Voilà. On n'a pas suivi ta dernière phrase. Je disais que dans la prise en charge de cette affection, l'alimentation et le mode de vie ont une place capitale.
Tout à fait. Merci, Ife. Tu as bien parlé de microbiote. Effectivement, c'est un sujet qui passionne. Exactement. Le microbiote, c'est un peu des bactéries qui sont dans l'intestin et du côlon aussi. Et c'est bon? Tu m'entends? Là, ça Donc, tu l'as bien dit, il y a un déséquilibre. C'est là on parle de dysbiose. Et ça altère effectivement la fonction du digestif. Ce qui permet après de orienter Suleiman. Alors, le centre entre dans l'entité fonctionnelle intestinaux et récemment, la nouvelle appellation de cette entité, c'est trouble ou désordre de l'interaction cerveau-tube digestif. Alors, comment le cerveau agit sur les intestins, Suleiman? Alors, effectivement, merci encore pour ce thème intéressant. Vous m'entendez? C'est bon? La connexion est bonne? Oui. Oui, c'est mieux, je pense. D'accord. Ok, alors, je dirais que nous, on l'a répertorié dans les troubles psychosomatiques. Parce que, effectivement, dans la genèse, il peut y avoir des facteurs psychologiques. Dans l'évolution des symptômes gênants, ça peut également avoir une répercussion psychologique. Et en réaction à la maladie, ça peut être tellement invalidant sur le plan fonctionnel que ça crée finalement une douleur morale. Et cette douleur morale va créer une dépression. Donc, si on revient au stress, le stress, c'est une réaction globale de l'organisme. Et nous savons que l'intestin, c'est un autre cerveau. C'est le tube digestif d'une manière générale est très, très, très énervé. Et le stress, c'est la tension psychique. La tension psychique avec une adaptation de l'organisme qui libère des catécholamines. Donc, ça accélère tout. Donc, c'est pourquoi on a accélération du transit via l'adrénaline. Et en dernier lieu, le cortisol vient pour maintenir le niveau d'activité de l'adrénaline et ça peut accélérer le transit. Maintenant, ça dépend du stress. Il y a des stress intenses répétés, des stress chroniques de la vie et tout ça, moi, quand j'entends irritable, je dis irritable au sens psychique du terme. Parce qu'il y a une tension de la muscule lisse, de la musculature lisse, du muscle lisse intestinal, il y a une tension nerveuse et tout ça permet dit que se répercute sur le fonctionnement de l'intestin. Donc, on digère mal, il y a l'acidité gastrique qui augmente, le milieu change, il y a des douleurs erratiques. On les appelle des douleurs erratiques parce que c'est des douleurs qui qui ne suivent pas la loi anatomique ou physiologique. C'est des douleurs dans tous les sens qu'il est difficile de vraiment catégoriser sur le plan lésionnel. Donc, ce phénomène de stress-là, l'intestin également atteint l'intestin pour donner ces troubles fonctionnels intestinaux dont on est en train de parler. Donc, dans le mécanisme, c'est faire face parce que le bon stress, normalement, si on libère, on récupère, on a un bon stress, on s'adapte, tout est apaisé. Mais si ça chronique, si ça a dépassé, ça fatigue l'organisme. Ça amène une tension de l'organisme et l'intestin n'est pas épargné par cette tension, par cette fatigue musculaire, par tout ça. Donc, tout est ralenti ou tout est accéléré. C'est l'alternance diarrhée et constipation dont elle nous parlait. Donc, tout ça, ça peut être des facteurs explicatifs de ce syndrome sur le plan psychologique. Parce que le syndrome anxieux, par exemple, les signes somatiques du syndrome anxieux, l'accélération ou le ralentissement du transit fait partie du syndrome anxieux. Comme si la vessie, parfois, quand on est à une anxiété maximale, de l'angoisse, tout est accéléré. Et ça, c'est l'effet des catécholamines. Après, il y a de l'épuisement sous l'effet du cortisol. Tout ça, cet épuisement des nerfs, ça donne, j'ai bien aimé le terme de Dr. Iman, cette hypersensibilité. Parce qu'à la longue, si on vit un stress chronique ou bien des stress répétés intenses, on devient hypersensible sur le plan nerveux. Donc, tout ce qui effleure fait mal. Tout ce qui effleure. C'est pourquoi les aliments solides, ça fait mal. Parce que tout ce qui effleure fait mal parce qu'on est hypersensible sur le plan nerveux.
et l'intestin est très énervé, c'est de la sensibilité nerveuse. Et du ralentissement et tous les symptômes qui surviennent. Donc, sur le plan global, c'est un épuisement nerveux que je dis. L'intestin est fatigué de son stress. Le pH n'est pas bon, va et vient. Plein de choses sont là. Tout ça fatigue le tube digestif et on a les symptômes fonctionnels qui vont suivre sans lésion de cela. Donc, entre autres, c'est tout ce que je peux dire pour le moment sur ce mécanisme qu'on peut expliquer sur le plan psychologique. On peut dire biopsychosocial, parce qu'il faut cette approche biologique. Cette approche biologique, je voudrais parler de la libération par les glandes surrénales sous la commande de l'hypophyse, de l'acétylcholine et du cortisol. Maintenant, sur le plan même social, après, on a des difficultés. Parce que si on est dans un milieu où les aliments qui nous devaient nous faire du bien ne sont pas disponibles, on est obligé de manger l'aliment qui nous fait du mal, ça devient encore plus compliqué. Ça a également un poids psychologique. C'est gênant. Tout ça, ça a une répercussion effectivement psychologique et c'est un cercle vicieux qui est là. Tout est stressant à la longue. Quand on mange, on est stressé. On se dit, est-ce que si je mange ça, je vais encore avoir des douleurs? Il y a toujours ces préoccupations multiples qui sont là et voilà, le cercle continue et on est fatigué. Donc, je pense que sur le plan psychophysiopathologique, je dirais, on peut dire ça comme ça. Merci Souleymane. Alors, compte tenu de l'interaction cerveau-tube digestif, donc, bien prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau, bien manger pour ne plus déprimer. Quels sont les hygiéno-diététiques que tu recommandes en cas de syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle? Alors, merci Ismaël. Dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, ce sera, comme je suis l'avocate des fruits et légumes, l'avocate des aliments, ce seront généralement des aliments d'abord complets. C'est-à-dire, on va éviter tout ce qui sera aliments raffinés. Tous les aliments dans lesquels, par exemple, on va enlever les fibres, on va les éviter. Je vais donner quelques exemples. OK. Je vais donner quelques exemples. C'est bon? Vous m'entendez? Vous me recevez? Oui, c'est bon. Oui, okay. D'accord. Oui. Donc, je vais donner quelques exemples. Le pain complet à la place du pain blanc. On va faire attention à manger quand même des aliments naturels de chez nous. Ici, on a vraiment une grosse diversité alimentaire. J'ai compris qu'au Sénégal, c'était pas la même chose forcément. Au Bénin où j'habite, on a vraiment toute une diversité alimentaire d'aliments très complets qu'on peut avoir. Donc, ce seront généralement des céréales complètes, le sorgho, le mil, le fonio. Vraiment, ça, c'est pour les céréales. Les tubercules, on en a aussi énormément ici au Bénin, la patate douce. Ce seront vraiment des aliments complets, les légumineuses, entre autres aussi. Et on va toujours associer ces groupes d'aliments-là de bonne quantité de légumes. Donc, légumes feuilles, légumes tubercules, toutes sortes de légumes fraîches ou cuites d'une certaine manière pour maintenir les minéraux et les vitamines. Et on va associer des protéines. Donc, ce sont vraiment une alimentation équilibrée, une bonne hydratation. Oui. Est-ce que je peux poser une question pour que je n'oublie pas? Tu as dit qu'il faut manger des fruits et des légumes, alors que je parle par exemple, et les légumineuses. Ici au Maroc, normalement, si on mange des lentilles, des pois chiches, alors c'est des ballonnements, c'est des douleurs abdominales. Nous, généralement, chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable avec ballonnement, flatulence, on élimine ça de l'alimentation. On propose de changer le pain complet, mais j'ai une remarque juste par rapport aux légumineuses et aux fruits et légumes. Peut-être le contexte change ou je ne sais pas. J'ai une question par rapport à cela. Par exemple, les fruits, ça donne des flatulences. Ou bien ça dépend du fruit. Par exemple, les oranges,
ça donne systématiquement de la diarrhée et ballonnement. Oui. Oui. J'espère que tu nous expliques en fait, un peu sur il cela. faut savoir, il faut savoir que c'est quand même du cas par cas. Tu sais, dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est vraiment du cas par cas. Mais en fait, je donnais les conseils déjà de façon générale. Généralement, quand je vais dire légumineuses, par exemple, je demanderai à la patiente d'associer à la prise des légumineuses des légumes. C'est-à-dire, ce ne sera pas un plat de pois chiches exclusivement. Donc, il faudra quand même que ce soit un plat avec d'autres légumes pour que la digestion passe mieux. Mais même si on fait cet essai-là et que ça ne passe pas là, on pourra écarter. Parce qu'on a quand même, en fait, dans les légumineuses, c'est vrai, on a la présence des protéines qui pourraient causer la flatulence, mais à côté, on a quand même des fibres qui vont faciliter aussi la tâche. Donc, il faut faire très attention. Je n'aime pas trop donner les conseils généraux parce que, effectivement, il y a le profil individuel. Voilà, il faut y aller aussi cas par cas. Tu vois, donc, si par exemple, j'ai quelqu'un qui est dans une phase active de diarrhée, je ne lui dirai pas prendre des oranges ou prendre de la papaye, par exemple, parce que forcément, ça va encore accélérer le transit. Donc, en fait, voilà. Donc, franchement, dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est assez complexe, je l'admets, mais c'est vraiment il n'y a pas de régime type pour ça, mais de façon générale, c'est lutter vraiment contre le stress, faire attention à comment essayer de trouver un équilibre pour l'alimentation, si c'est la phase diarrhée, prendre des aliments qui vont essayer de ralentir le transit et justement la médication. Je pense que c'est ça que vous suivez comme protocole. Je suis pas spécialiste, donc essayez au cas par cas de de gérer ainsi. Donc voilà. Oui, en fait, Iman, tu parlais plutôt des aliments fermentés cibles, les fruits de Mars, notamment. Et c'est au cas par cas. Et même, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou... Même dans ce régime, en fait, on recommande d'éviter pendant 4 semaines. Si ça donne un effet positif, ben, c'est tant mieux. On essaie après de le réintroduire un à un. Voilà. Oui, justement. Et comme elle a dit tout à l'heure, c'est un régime au cas par cas. On soigne un malade, en fait une personne, et non un syndrome en quelque sorte, mais le syndrome avec le patient et ses habitudes également qu'il faut essayer de modifier. Oui. Et il y a une question là. Le vrai problème, comment ne pas dans ce monde. Il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est partout. Oui, en fait, le stress est partout. Donc, comment ne pas être stressé, c'est vraiment là encore. Moi, j'ai l'habitude de vraiment checker le mode de vie de mes patients et d'essayer de trouver avec eux des moyens de gérer le stress. Mais c'est fou. La plupart de ma patientèle, c'est des femmes parce que je travaille beaucoup sur l'obésité. Donc, souvent, c'est des mamans. Elles se réveillent à 5 heures pour faire le repas de toute la famille. Il faut partir au boulot, il faut assurer soi-même son taf, il faut ramener les enfants, il faut faire le repas du soir, il faut alors gérer les conflits du couple, il faut faire de l'activité sportive. Finalement, même les recommandations qu'on leur donne, ça vient encore un peu quand elles ne savent, enfin, quand on ne sait pas le gérer, ramener encore plus de stress. Si j'ai pas fait l'activité sportive, le médecin va demander, etc. Donc, franchement, c'est beaucoup de choses, mais c'est essayer quand même de prendre du temps pour soi. Ça dépend. Faire du sport, de la méditation, respirer, souffler, et tout ça rentre en compte. Parce qu'il faut savoir, docteur. Pardon? Oui, seulement, vas-y. Oui, il faut savoir également pour que celui ou celle qui pose la question comment gérer le stress. C'est-à-dire, il y a des stress évitables et des stress non évitables de la vie quotidienne, des stress normaux de la vie. C'est pourquoi dans la santé mentale, on dit la capacité de surmonter les tensions normales de la vie. Et ça, on ne gère pas le stress, mais on se gère par rapport au stress. C'est la gestion de soi par rapport au stress, parce que le stress, il est là, dans la vie quotidienne. Maintenant, le stress créé par un stresseur bien identifié, et donc on peut se débarrasser, c'est possible. Mais si c'est un stress général de la vie courante, il faut se gérer, gestion de soi par rapport au stress. Et ce qu'on parle de gestion de stress, dans ce cadre, et Madame vient de dire, le mode de vie fait partie, encourager à s'occuper de soi, à faire un retour vers soi, à s'occuper de son bien-être, parce que beaucoup de gens
sont dans les courses, dans les obligations, dans les travails, et les gens s'oublient. Et souvent, si on leur rappelle ça, leur montre qu'il y a d'autres voies pour s'autogérer, pour que le stress ne soit pas quelque chose qui doit être une souffrance à la longue, et ça peut se faire. Merci seulement pour le complément. Docteur Koumba Diaye, hépatogastro-entérologue, il faut que la population arrête de penser que le régime est universel, tout à fait. Chaque patient avec sa spécificité, il faut personnaliser pour éviter les carences. Parfait. Merci beaucoup, Koumba. Et alors, question pour Suleiman. Le profil des patients suivis dans votre service à Douala qui présentent un syndrome de l'intestin irritable? Alors, je dirais que l'anxiété, généralement, c'est un syndrome névrotique. Donc, le profil de patient, dans un premier temps, c'est des patients névrotiques. Quand on dit névro, c'est des stresseurs, les gens qui stressent, dont les tensions normales de la vie ou les conflits ou les trucs ont dépassé leur défense psychologique et ça se répercute sur leur somatique. Donc, c'est quelqu'un qui est anxieux, qui a en même temps le syndrome du côlon irritable, c'est quelqu'un qui a de la phobie, qui a en même temps ça, c'est quelqu'un qui a des difficultés sociales, des difficultés de la vie, des contraintes sociales, qui ne sait pas, et ça devient un conflit dans sa tête, et qui a un syndrome de conflit. Ou bien c'est quelqu'un qui somatise, que le poids de la vie est transmis à l'intestin, au tube digestif d'une manière générale. Et souvent, même ça s'accompagne des céphalées de tension. Les céphalées de tension s'accompagnent souvent des syndromes du côlon irritable. Il y a d'autres, c'est de la somatisation, d'autres, ça devient même, c'est une porte d'entrée pour l'hypocondrie. Parce qu'il y a des gens, pour dire que ce n'est pas une maladie grave, c'est compliqué. Les gens pensent toujours à ce que ce soit une maladie grave. Alors, le docteur vient de dire que ça ne tue pas, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de cancer, mais d'autres pensent aux maladies les plus graves, les maladies mortelles. Donc, c'est le profil. Il y a d'autres, c'est de l'épine irritative. Parce que sur l'intestin, également, on peut convertir son angoisse intérieure. On peut convertir son angoisse intérieure, c'est pourquoi il faut de la psychodynamique, il faut vraiment approfondir l'histoire de vie de la personne pour comprendre le rôle, la place du tube digestif dans son histoire de vie. Et ça permet de comprendre que pourquoi j'ai choisi d'avoir mal dans mon stress, pas au pied, à la tête, mais au niveau de l'intestin, tout a un sens, dirons-nous en psy. Donc, ça, ce sont les profils souvent de patients qu'on reçoit. Et voilà, on va entrer après dans la prise en charge. Ok, donc si on retient la polopathie, dans ce cas, pas de lésion organique, n'augmente pas le risque de développer un cancer. Mais comment prendre en charge le syndrome de l'intestin irritable? Tu me diras, parce qu'il y a certaines habitantes. Oui, j'ai trouvé merci. J'ai trouvé très, très intéressant, surtout une phrase que cher ami Lucar qui a dit pourquoi on a choisi son intestin pour convertir. Voilà, j'ai beaucoup aimé la phrase parce que là, ça me rappelle les malades les plus difficiles. Ce sont les malades qui ont une histoire dans la famille de cancer du côlon ou de l'estomac ou de l'anus. Ce sont les malades les plus difficiles à convaincre parce qu'ils viennent. C'est son arrière-oncle, oui, on sait que c'est héréditaire, mais une jeune de 20 ans qui a son oncle paternel décédé, ou je ne sais pas, un cousin lointain décédé par un cancer, ou une amie, bon, ça n'a rien à voir, mais pour lui expliquer qu'elle n'a pas de cancer, ou il n'y a pas d'indication à faire une coloscopie, là, en ce moment-là, peut-être quand elle aura 50 ans ou peut-être si elle présente des symptômes, c'est très difficile. Et généralement, ce sont des patientes, après 2 consultations, on fait la fibrocolo avec vidéo. Et quand elle voit la vidéo,
avec les biopsies, enfin, elles disparaissent. Enfin, c'est une expérience personnelle que j'ai eue avec mes patients. Maintenant, tous les malades comme ça, colon irritable, qui sont anxieux, qui te disent j'ai quelque chose dans le ventre, j'ai un cancer, je le dis, amène avec toi une clé USB, comme celle-là. On fait la fibro, la colo avec vidéo. Comme ça, tu vas à la maison, si tu as mal, tu la branches sur la télé ou sur le PC. Sincèrement, ça marche. Je rejoins mon ami Lucar parce que vraiment, il faut que ça travaille là. Si tu ne les convaincs, le traitement, ça commence par, c'est pas grave, par un traitement de fond qui est psychologique. Bien sûr, on aurait éliminé tous les symptômes. On sait que c'est un syndrome de côlon irritable typique. Et les malades qui ont un membre de la famille, donc fibrocolon avec vidéo. Je conseille tous mes amis, ça marche. Parce que si elle revient te dire, vous êtes sûr, je lui dis, regardez la vidéo. On a fini. Je ne laisse. Donc, c'est très, très important. Ce sont des malades qu'il faut leur donner du temps. Il faut les écouter et les réécouter et être très patient. Parce que si ils ne sont pas convaincus, ils ne vont pas être guéris. Mais dès que tu parles avec le malade, des fois je pose la question, pourquoi vous avez peur d'avoir un cancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cancer dans la famille? Parce que dans l'interrogatoire de la première consultation, il y a la mère, les sœurs, les oncles, première et deuxième génération, ils n'ont pas de cancer. Mais tu dis, oui, à vrai dire, ma voisine, oh, voilà. Donc c'est ça. Ma voisine, à l'âge 2, il a eu un cancer, mais sa maman n'était pas malade, il n'avait pas de cancer. Donc ça explique un peu. Et dès qu'il te sorte ma voisine, il faut faire une exploration. Je pense que ce n'est pas indiqué. Dans les recommandations, vous allez voir si l'âge n'est pas supérieur à 50 ans, les signes d'alarme. Mais chez les colopathes qui font des consultations, même pour nous, hein, parce que des fois, tu te dis, attends, peut-être que c'est une colite microscopique, peut-être qu'il a autre chose. Oui, ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une Mickey, mais peut-être qu'il a autre chose. On ne peut pas être formel. À un certain moment, il faut dire stop. Donc, le volet psychologique, pour moi, sincèrement, c'est très important. On leur donne du temps, on les réexplique. Il faut les faire comprendre la pathologie. Dès qu'ils comprennent, ils peuvent ne pas prendre le traitement. Il y a des malades qui ont fait le tour, par exemple, des consultations, etc., parce que juste, soit ils n'ont pas écouté les médecins précédents, ou bien ils n'ont pas bien compris. Mais dès qu'on comprenne ce qu'on a, on n'est plus angoissé. Je dis personnellement aux malades, voilà, on a fait la colo, on a fait la fibro, on explique les analyses. Si vous avez mal, ce n'est pas la peine d'aller voir le médecin, parce que moi, je ne perds rien si vous venez consulter, sincèrement. Et quand ils entendent ça, ils sont rassurés. Et généralement, ça marche. En plus, ça dépend du type de syndrome de l'intestin irritable. Les gens, le type avec, je simplifie un peu parce que je ne m'adresse pas à cher collègue Ismaël Hassani. Hein? Donc, le type, on a une diarrhée, on donne généralement des ralentisseurs du transit. Avec les conseils hygiéno-diététiques, ils sont très importants. C'est-à-dire, on a joué sur le volet psychique pour essayer de comprendre pourquoi cette personne, est-ce qu'elle a un problème de la famille, etc. Des conseils hygiéno-diététiques, si elle a une diarrhée, chez nous, on conseille de prendre du riz, des bananes, des pommes de terre, je veux dire. Et puis, si elle a une constipation, on préconise de prendre du jus de betterave, ça marche à merveille. Les pruneaux, de l'eau, les tisanes, les fruits et les légumes. S'il y a une alternance diarrhée-constipation, on le laisse libre choix. Ça dépend. Si vous avez une constipation, vous mangez du betterave. Si vous avez la diarrhée, vous essayez de diminuer. Et on essaie de les expliquer qu'il n'y a pas une règle générale. Par exemple, le malade te demande, est-ce que je peux, je ne sais pas, manger des pois chiches? Je lui dis, est-ce que ça vous fait mal? Il dit, non, ça va. Vous pouvez le manger. Oui, toujours.
C'est-à-dire, ils ont un autre discours parce qu'ils s'attendent à une liste. Il n'y a jamais de liste. Les malades, généralement, ils viennent, oui, mais qu'est-ce que je vais manger? Mangez ce que vous voulez. C'est vrai, oui, c'est vrai, parce que vous tolérez le piment. Moi, je ne tolère même pas le poivre. Ça ne veut pas dire que je vais vous interdire à manger du piment. Quand vous mangez du piment, ça vous fait quelque chose? Non, mais mangez, il n'y a pas de souci. Mais, d'une façon générale, on sait que les produits laitiers, les choux-fleurs, les légumineuses, ça donne du ballonnement et ça gonfle et ça donne des gaz. Si ça ne vous fait rien, vous pouvez les consommer, il n'y a pas de souci. Donc, généralement, c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas interdire tout à tout le monde. C'est, comme a dit cher ami, c'est au cas par cas. Et on part sur le traitement symptomatique qui ne se termine jamais. C'est-à-dire, ce sont des malades, même s'ils sont convaincus, ils peuvent disparaître pour 2 mois, 3 mois, mais ils vont revenir pour dire que oui, j'ai le syndrome de l'intestin irritable, mais ce traitement ne me fait plus rien. Je suis venue pour faire une échographie, pour voir si ça n'a pas évolué, donc parce que là, et de donner un autre traitement parce que mon côlon s'est habitué. C'est bien, c'est déjà bien. Donc, un traitement, on agit sur la douleur, on agit sur le psychique. Généralement, moi, je donne rarement d'antidépresseurs. Je cède la main, je les envoie voir le psychologue. J'ai plusieurs patients qui, après avoir expliqué, voir et revoir, je m'assois et on discute calmement. Et c'est eux qui demandent un aide psychologique. Je leur dis, moi, je suis comme un généraliste au niveau de... Je ne suis pas psychiatre, je suis gastrologue. Je peux vous aider. Je me limite aux anxiolytiques, magnésium, l'alimentation. Je traite la douleur et les symptômes, soit la diarrhée ou la constipation. Et si vraiment le patient continue à me dire que oui, je pense que j'ai besoin d'aide parce que chez nous, je ne sais pas. Je pense que partout, les gens n'acceptent pas d'aller voir le psychiatre parce que oui, moi, je vois le psychiatre. On n'accepte pas. Mais si on les explique que ce n'est pas parce que vous êtes déprimé, vous êtes en bonne santé mentale, mais parce qu'on dit les intestins, c'est le deuxième cerveau et ça agit comme ça, il faut qu'ils nous aident. Parce que je suis incapable de vous aider, je suis incompétente sur le plan psychologique. Je me limite à ça parce que je suis généraliste et je cède la main. Et nos amis psychiatres, vraiment, ils nous aident énormément. Concernant le traitement symptomatique, donc on change, on peut donner des antispasmodiques, il y a une longue liste des antispasmodiques, et puis ralentisseur de transit ou pour accélérateur de transit, les laxatifs pour la constipation, et puis c'est tout, hein, et on prie que ça marche. Sincèrement, à la fin de consultation, j'explique et je suis claire et nette. Je dis au malade, quand il vient au contrôle, après une semaine, 15 jours, par exemple, je lui dis, oui, ça va très bien et ça a marché. Je lui dis, mais écoutez, ça va revenir. Ouais. Et si ça revient, ne vous inquiétez pas. Parce que si tu dis que c'est fini, un jour, je vais dire, oh, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai d'autres choses. Donc, vous n'avez rien. C'est le syndrome de l'intestin irritable. Ça peut revenir. Ne vous inquiétez pas. Vous prenez les médicaments. Si ça persiste, même si vous avez pris cet antispasmodique, etc., en ce moment-là, vous revenez. Ou s'il y a quelque chose autre, parce que la douleur, on en a parlé, c'est bon. Fibro, colo, le traitement, ça marche, il n'y a rien. S'il y a un signe d'alarme, et quand ils sont rassurés, généralement, et un truc très important, j'avais carrément oublié de le mentionner, ce sont les probiotiques. La merveille. Pourquoi? Je pense que ça joue aussi un rôle sur la psychologie des patients. Parce que dès que tu leur parles, voilà, parce qu'il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Quand les mauvaises bactéries sont nombreuses, les bonnes bactéries et sont peu nombreuses de le côlon, et ils ont rassemblé ces bonnes bactéries dans ces sachets. Vous prenez seulement un par jour et puis ça soulage. C'est vrai que les études ont montré que vraiment ça a un rôle important dans le soulagement du syndrome de l'intestin irritable. Mais je pense que aussi ça, quand on leur explique cette merveille, et puis voilà, ils sont convaincus et puis je ne vais pas dire on s'en débarrasse. Merci. Merci. Alors, voilà. Ce qu'on retient essentiellement, c'est l'importance d'un dialogue médecin-patient.
une bonne relation médecin-patient participe, est le premier mouvement et participe à une bonne prise en charge et permet d'avoir une stratégie thérapeutique très efficace. Et je passe la parole à Dr. Lucas pour nous dire un peu, voilà, la prise en charge un peu volée du point de vue du psychiatre. Voilà. Oui, et qu'est-ce que vous les faites? Parce qu'on n'a pas le feedback. Vous les faites quoi? Ils sont soulagés. Alors, ce qu'il faut commencer par faire, c'est de la psychoéducation. Quand on fait de la psychoéducation, on s'approprie de son syndrome. On sait pourquoi on a ce syndrome, comment vient ce syndrome, et on leur explique clairement, c'est un syndrome qui va et qui vient. Donc, il faudra se gérer. Ça, c'est pour éviter la dépendance à un médecin. Après, pas entendu. Ça, c'est pour éviter, il faut pas. Ça, c'est pour éviter la dépendance au médecin. Pour lui dire que ce syndrome, ça vient comme ça, aucune raison. On essaie d'expliquer ce que vous venez de faire, Dr. Iman, en termes simples, accessibles, du tout, pour le pourquoi des choses. Après avoir fouillé, on inclut dedans le facteur psychologique, le stress. On inclut dedans l'hygiène de vie qui n'est pas au top. On inclut dedans les conditions sociales. Après, on accompagne à la gestion de soi. D'accord. On accompagne à la gestion de soi, à la gestion autonome de sa vie et de son type digestif, comme vous le dites. Après, on est dans la phase de l'accompagnement à une thérapie cognitive, mais aussi à un accompagnement à un changement de comportement. D'accord. Et c'est ce travail-là qu'on continue. Après, on termine par... Parce que tout, comme je vous ai dit, cette hypersensibilité nerveuse, il est démontré que parfois rien ne marche, mais un antidépresseur à faible dose pour gérer, diminuer la tension nerveuse et atténuer fortement les douleurs nerveuses. Moi, j'ai reçu un bien où on a fait pratiquement une laparotomie, un scanner, bien. C'est mon larme sur 25 le soir, il a soulagé, il a prié énormément pour moi, pour me dire que depuis que je prends ce médicament-là, je suis soulagé, je lui dis, c'est un médicament symptomatique. Traitement de la douleur nerveuse, des sensations bizarres, parce que à la longue, ça devient, dans des cas extrêmes, ça devient de la sénestopathie, c'est de la synesthésie. On ressent de la douleur, il y a de l'hyperesthésie et tout. Et ces antidépresseurs à faible dose permettent d'accompagner sa patient à gérer. On leur dit s'ils pouvaient le prendre d'une manière chronique. Et nous, on a le temps de suivre d'une manière chronique les malades. Oui, moi, je te donne un traitement, je te revois dans 6 mois, on en parle, et puis je te demande même de déterminer les dates de tes rendez-vous pour qu'on puisse se voir, parler, reprendre les trucs, s'il y a des choses refaire une psychoéducation, revoir le comportement, revoir les pensées, tu vois, faire identifier les pensées négatives par rapport à ces préoccupations, mettre des pensées positives apaisantes. Tout ça, c'est un travail, c'est un accompagnement qu'on fait. On fait rien d'extraordinaire, comme vous dites, mais c'est le temps que vous donnez, que vous avez dit qu'on donne. D'accord. Qu'on donne. Et on est obligé d'aller apprendre ce syndrome pour pouvoir l'expliquer à un malade. Exactement. Donc, c'est ça. Excuse-moi, la durée du traitement, ça peut durer jusqu'à combien de temps les antidépresseurs? Ou bien ça dépend? Alors, c'est au cas par cas, ça dépend. Il y a de la gestion. Il y a des gens qui, dans l'amélioration de leur condition de vie, les stress et tout, et puis dans l'alimentation, il y a des gens qui après, qui disparaissent. Qui reviennent plus. Et vous ne craignez pas la dépendance? Parce que c'est ça mon souci, moi, avec les antidépresseurs. Si on ne devient pas dépendant, je ne sais pas. Oui, il y a les faibles doses, parce que nous, dans notre truc, si le traitement, comme le traitement de fond de la migraine, parfois on est
dépendant à ça, Oui. mais il vaut mieux avoir Oui. cette dépendance-là que d'avoir D'avoir autre mal. chose. On fait toujours cette balance pour dire que vaut mieux qu'il ait ce traitement-là pendant de longue durée. Et puis, quand on l'arrête, on le dit toujours, pour l'arrêter, nous, on sait comment l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter brutalement. Revenez toujours pour prévoir l'arrêt. Si vous ne sentez plus rien et que vous voulez vous départir de ce médicament, on a une technique de sevrage qu'on met en place et on bulle le truc. Par exemple, si je donne du Laroxul 25 mg, je passe aux gouttes et je diminue progressivement les gouttes sur des semaines et on arrête le traitement. Donc, ça permet de sevrer le malade et de lui dire, effectivement, il y a risque que les symptômes reviennent parce que si les facteurs qui créent ces symptômes sont là, ça va revenir. Et le patient est conscient. Le patient prend conscience de tout et maîtrise mieux son syndrome. Parce que si le patient a un contrôle sur ça, son syndrome, truc, il n'est pas obligé de tout le temps taper à la porte pour demander une colle et truc. Mais ça aussi, ça dépend du profil psychologique du patient. C'est pas tous les patients. Il y a des patients compliqués qui sont hypochondriaques qui vont vous fatiguer. Mais il faut toujours, c'est peut-être le principe de la psychiatrie, il faut toujours recevoir, donner un rendez-vous, mettre un cadre pour échanger et on néglige pas le soulagement après l'échange pour repartir, même s'il va revenir dans quelques temps. Et quand à un moment donné, s'il y a une psychothérapie à faire et que nous, on n'est pas en mesure de faire une psychanalyse ou d'autres types de psychothérapie, on peut aussi passer la main en autre cas. Voilà, tout ça, c'est donc la prise en charge de ces pathologies chroniques qui vont et qui viennent, c'est comme oui. Ta dernière phrase. Si la psychothérapie résiste, il y a des résistances, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ce patient, il y a quelque chose qui bloque, on peut toujours passer la main à un autre collègue qui va continuer le suivi psychologique, la psychothérapie. Effectivement. Merci beaucoup, Souleymane. Iman, tu as dit? Tu voulais dire quelque chose? Iman? Non, ok, non. alors, Yves, comment vivre avec le syndrome de l'intestin irritable? Alors, je pense que tout a été dit déjà par le docteur Iman et par... c'est bizarre, je n'ai vraiment pas retenu le nom, je m'excuse. Par Lucas. Pardon? Docteur Souleymane. Docteur Lucas. Docteur Lucas. Souleymane. Ok. Je pense que tout a été dit. En fait, c'est déjà dans la relation avec le malade qu'on a dans la prise en charge, dans le traitement des symptômes. Et pour vivre avec, c'est ça, c'est suivre les conseils, essayer de gérer vraiment l'hygiène de vie, l'alimentation, y aller au cas par cas avec les symptômes qui se présentent et ne pas être. Je suis très pointueuse sur la dépendance. Généralement, les patients sont dépendants. Comme le disait le docteur Iman, j'ai un symptôme, tout de suite, je cours vers le docteur Iman, je cours vers mon psychiatre. C'est vraiment essayer de connaître la maladie, de savoir quels sont les aliments que je peux manger quand ce symptôme-là apparaît, quels sont les autres aliments que je peux prendre. Et essayer vraiment de trouver comment gérer le stress. C'est ce que je dirais. Traiter vraiment au cas par cas le symptôme qui se présente. Voilà. Merci, Ife. Alors, il y a des questions. Enfin, quels sont les facteurs de risque, les complications majeures? On en a parlé. Hein, les facteurs de risque. Iman, il y a pas de facteur de risque, si tu veux. Il y a un qui est assez complexe. Il y a des facteurs qu'on peut peut-être... Il y a facteurs déclenchants. On peut dire des facteurs déclenchants. Oui, voilà, mais vraiment pas de risque. Pathologie organique. Et complications, il n'y a pas de complications. Voilà. Aussi simple. Malheureusement. Non. Peut-être que ce qui a déclenché. Parce que des fois, je ne sais pas si vous connaissez, parce que des fois, quand on fait des bilans et ça revient normal, on dit ah bon, je n'ai rien, oui. Malheureusement, vous n'avez rien. Vous avez vu, vous avez perdu l'argent.
Donc, c'est-à-dire que les gens Ah, s'attendent à quelque pas de chose. problème. Heureusement qu'il n'a rien. Peut-être que, Malheureusement, c'est pour taquiner. Toi, des fois, ah, malheureusement, il n'y a pas de risque. oui, Mais il n'y a rien. Il y a pas de oui, risque. Ça ne tue pas. effectivement. Heureusement Peut-être pour les malades. peut-être que c'est le stress qui est lié à ça qui peut créer autre chose. Parce Oui, qu'on sait que Oui. le stress déclenche beaucoup de maladies. Voilà, donc oui, Exactement. c'est pourquoi La c'est pas en tension, la réalité le blessée. syndrome qui complique, mais c'est la oui, préoccupation Oui. autour du syndrome qui peut compliquer les choses. C'est- Qui peut atteindre c'est ça. le cœur, qui peut atteindre la tête, qui peut atteindre d'autres organes, qui peut amener une hypertension quand on devient plus âgé, parce qu'on a vécu un stress chronique. Donc la gestion de soi par rapport au stress est important dans ce syndrome-là. Exactement. Pour éviter ça. Exactement. Exactement. Alors, il y a une question, une dernière, je crois. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour le thème. Je suis chirurgien dentiste. Ça, c'est Dr Thomas. Et je reçois des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable et qui consultent pour une hypersialorée. Alors, j'aimerais savoir si l'hypersialorée est l'un des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Allez, Alors, réponds. ben, moi, j'ai pas vu de cas comme ça. J'ai pas vu d'hypersialorée. Il y a certainement autre chose. Mais c'est vrai que dans le syndrome de l'intestin irritable, quand on prend le grand groupe, l'entité des troubles fonctionnels intestinaux, il y a des douleurs un peu mal systématisées. Il y a des atralgies. Il y a même des douleurs anales, fugaces. En fonction, bien sûr, du mode de vie. C'est-à-dire, tout dépend de l'alimentation. Et tu as toujours un aliment qui est consommé et ça donne de ces genres de symptômes. Mais vraiment, hypersialorée, moi, j'en ai pas vu. Non, oui, non, je pense que les malades qui ont une hypersialorée, ils ont le reflux Oui. gastro-œsophagien. C'est le reflux gastro-œsophagien qui est à l'origine de l'hypersialorée et qui est associé aux douleurs abdominales. Donc, les malades, ils confondent hypersialorée, surtout matinale. Ce sont des malades qui ont une hypersalivation matinale avec des nausées, etc. et des douleurs au ventre. Peut-être une diarrhée matinale. Donc, je pense que ce sont des malades qui ont l'association de reflux gastro-œsophagien plus le syndrome de l'intestin irritable. Mais tu as raison, Ça, n'existe je n'ai pas. jamais vu. Donc, il y a c'est pas rapporté non il y a plus pas dans la d'association, en littérature. fait. On va Donc, chercher autre chose. il y a Tu as autre raison. chose, quoi. Il y a autre chose. Exactement. Notamment Tu si as le raison. patient se retrouve sur le dentiste, quand même, pour un syndrome d'intestin irritable, hypersialorée, il faut penser effectivement à un reflux. Il faut penser à un Exactement. reflux ou une halitose. Oui, pareil. Mais voilà, Oui, la plupart du temps, c'est tu as raison. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Docteur Bédi, franchement, que des intervenants de qualité. Merci pour ces explications claires et concises. Ben, merci à vous. Oui, merci. Merci. Audrey, bonsoir. Merci. Alors, oui, s'il n'y a plus de questions, ben, je vais vous laisser la parole pour pour vos mots de fin. Je prends la parole. Allez-y. Alors, j'ai beaucoup appris. Je voudrais te remercier pour ce live. J'ai beaucoup appris. Je pense que je vais écrire à Dr Iman pour Oui, avec grand garder le plaisir. contact et au Dr Suleiman, si je ne me trompe pas, aussi, Oui. pour garder le contact. Merci beaucoup d'avoir partagé cette heure avec moi. C'était vraiment très instructif pour moi aussi. Et merci pour tout le travail que vous abattez. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi aussi. Merci à toi. Merci d'être toujours disponible et prêt. Je t'en prie. Et charmant. Avant, Oh! Merci d'être charmant. oui, partager aussi de vivre ton pays qui rend le live encore plus intéressant. Ah, je vais vous suivre. Alors, ben, Suleiman, excuse-moi, mais honneur aux dames, on a bien commencé. Iman, Oui, il n'y a pas de souci. Je peux toujours t'aider. C'est un plaisir de les écouter. Suleiman. Oui, merci, cher ami. Ce fut vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suivais toujours tes lives. Tu es toujours rayonnant. Eh bien, tu aimes le partage et
depuis l'école, hein, Ok. l'école de médecine. Ouais. Mais je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et je suis à ta disposition si tu veux que je te casse la tête à n'importe quel Non, moment. on refait demain, tu as ma disposition. Demain, on refait un live. Voilà. Oui, chef. Et donc, je suis aussi très contente d'avoir vu mon ami, mon ancien ami Lucar. Ça fait plaisir de te voir. C'est un plaisir. Et ma nouvelle amie, ce fait un grand plaisir. Merci. Et je vous invite à venir tous au Maroc si vous voulez. Vous êtes les bienvenus et voilà, je vous dis de Pour les venir. tagines, Inch'Allah. tu nous réserves des tagines. C'est pas les Sans flatulence, hein. Attention, pas de pois chicha. Ouais. Non, c'est sûr que tu auras des flatulences ici au Maroc. C'est sûr que tu auras des flatulences, mais je vais gérer. J'ai des probiotiques. On va rajouter des légumes pour voir si ça passe mieux. Voilà. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Toujours À un toi. plaisir d'échanger avec toi. On parle beaucoup de tout ce qui est de la gastro essentiellement, on échange beaucoup. Et c'est toujours un plaisir de faire sur ma page. Et merci pour tout ce que tu fais. Parce que je sais que aussi tu as des contenus sur ta page. Et voilà, n'hésitez pas à suivre les pages respectives d'Iman, Ifé, tout le monde qui n'est pas très actif sur Insta. Malheureusement, Oui, bon, je pense que j'avais quitté. il n'a pas besoin. Non, si, j'en ai besoin hein, énormément parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui et c'est un plaisir de. Non, tu es psychiatre, tu n'as pas le droit d'être timide. Tu ne peux pas être psychiatre et timide. Hein. Non, du tout, tu me connais depuis la fac, je suis plutôt hyperactif. Donc, alors, c'est un plaisir, hein, c'est un Oui, plaisir de Iman, trouver Souleymane, Iman. oui. C'est un plaisir de trouver Iman, de connaître Yves et de retrouver Dr Ismaël. Et c'est un plaisir. C'est important de partager sur ces thèmes. C'est comme ça que devraient être pris en charge les patients d'une manière concertée. Cette prise en charge interdisciplinaire dont on parle souvent, il faut qu'on le mette en pratique. Et dans la sensibilisation, montrer que plusieurs spécialités peuvent prendre en charge une pathologie, un syndrome. Et que le fait de venir en psychiatrie ou en psychologie ne fait pas de vous quelqu'un qui a perdu sa raison, mais quelqu'un dont la psychologie impacte sa maladie ou la maladie a un impact psychologique. Donc, c'est tout simplement ça qu'il faudra prendre en compte et c'est très bien toujours de sortir des bureaux pour faire des sensibilisations comme ça, pour que les gens comprennent et qu'on est à l'aise en pratique. Mais merci encore pour cette opportunité. C'est un plaisir, c'est un plaisir et un honneur. Merci, merci Souleymane. Je t'ai appelé un peu tard, mais tu étais présent, tu as répondu présent et merci pour le partage également. Merci pour tout ce que tu fais à Louga. On est au courant, on sait ce que tu fais. Merci pour le. Ah, il est au Louga. Bonne continuation, bon courage. Merci à tous ceux qui nous ont dit. Il y a notre maître, Dr Aïssé Toubou depuis Ziguinchor qui s'est connecté entre temps. On lui fait un coucou. Oui, à tous. oui. C'est ma sister. Oui. C'est ma sister. Je lui fais un coucou, quoi. Pardon, tu dis, tu voulais dire quelque chose, Souleymane? Non, je lui fais un coucou. C'est ma sister, Aïssé. Je vois que la fatigue beaucoup. C'est une grande dame, Aïssé. Donc, pour la petite histoire, fait partie des gens qui m'ont aimé la gastronomie. Et donc, merci à tous nos collègues, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Faites une belle soirée et passez de joyeuses années. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et portez-vous bien. Je vous dis à l'année prochaine. Allez. Allez, merci, ciao, ciao. Au revoir.